Merci pour votre fidélité à l'émission Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Pour le premier numéro de cette année, nous allons parler du bilan de 2019 et les perspectives pour 2020. L'année 2019 marquée dès le départ par la signature de l'accord de paix le 6 février entre le gouvernement et les groupes armés s'achève sur une note propre à elle sur le plan politique en Centrafrique. Des hauts et des bas sont enregistrés tant sur le plan de la gouvernance que sur la volonté politique. Nous pouvons noter l'inaction du gouvernement dans l'affaire mairie de Bangui suite au rapport du ministre de l'administration du territoire. Même attitude suite à la publication du rapport de la haute autorité à la bonne gouvernance. Le chapelet est loin de finir si l'on considère le rapport parlementaire suite à l'exploitation aurifère à Bozoum. Les élus persistent et signent qu'il faut arrêter cette exploitation. Plusieurs morts malgré l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Le gouvernement, loin de céder à la fatalité, poursuit son action dans le but de renforcement de capacités opérationnelles de l'armée. Sur le plan économique, les chiffres parlent en dépit du contrôle du territoire par les groupes armés. La croissance s'est stabilisée à 4%. Effet induit, les arriérés de 2002 continuent d'être payés, se félicite le gouvernement. À la clé, le dialogue social, loin de faire l'unanimité, le pacte social et un accord de principe signé entre les centrales syndicales reste emblématique. Le lobbying diplomatique a accouché la levée partielle de l'embargo et la livraison des armes par la Russie. La machine judiciaire est en marche avec quelques condamnations prononcées par la cour d'appel. Les avis divergent quant à l'orientation de la justice au moment où les bourreaux présumés sont libres de leur mouvement. Devant ce tableau, l'année 2020 arrive avec les élections, lesquelles élections dont la loi portant organisation et fonctionnement de l'ANE est toujours attendue. Les élections de tous les enjeux dont la clé demeure la volonté des Centrafricains d'un côté et des partenaires financiers de l'autre. Quel bilan faites-vous de l'actualité politique de 2019? Quels sont les projets prioritaires pour lesquels vous êtes satisfait ou déçu? Quelles sont les causes de l'échec? Quelle est la part du politique dans tout ça? Quelle analyse pour les enjeux de 2020? Qu'en est-il pour la réconciliation, la justice, la sécurité et la reconstruction? Voilà quelques questions autour desquelles nous allons tenter de comprendre avec nos invités. D'abord en ligne de France, professeur Jean-François Akandi Kombe du mouvement citoyen debout et solidaire de Centrafrique. Professeur Akandi Kombe, bonjour. Bonjour Jean-Fernand. Maître Timoléon Kokongo de l'Alliance pour la démocratie et le progrès. Maître Timoléon Kokongo, bonjour. Bonjour. Monsieur Noël Ramadan, ancien ministre de la fonction publique et secrétaire général adjoint de l'USTC, représentant de la société civile. Monsieur Noël Ramadan, bonjour. Bonjour. Pour animer cette émission, je suis Jean-Fernand Kouena. J'ai bénéficié de l'appui technique de Herman Nambona et de Anne-Alix Poulimati. Émission Patara, gardez votre confort d'écoute. Le vif du sujet après cette transition proposée par la technique. Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka. Professeur Jean-François Akandi, quel bilan faites-vous de l'année 2019 qui s'achève d'abord sur le plan politique, sur le plan sécuritaire? Le bilan est toujours un exercice difficile à faire. Et vous avez évoqué tout à l'heure toute une série de sujets qui concernent la sécurité, qui concernent le bien-être des Centrafricains ou l'économie, qui concernent la justice et qui concernent d'autres questions également. En tous les cas, moi, en matière de bilan, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce que les Centrafricains vivent et ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils sont sortis de cette année 2019 en considérant que les choses avaient avancé sur le plan de la sécurité pour eux? Est-ce que l'accord de Khartoum a tenu ses promesses? Est-ce qu'ils ont fini cette année 2019 en ayant un peu plus dans leur gamelle, en ayant un peu plus à manger, en ayant de l'électricité, en ayant de l'eau, en ayant une vie décente? En somme, est-ce que le Centrafricain de Bambouti jusqu'à Lindao, jusqu'à Mobaye, jusqu'à Amdapok, aujourd'hui, il se sent bien dans son pays? Est-ce qu'il peut circuler librement? Est-ce qu'il n'est pas soumis à la maltraitance de la part des groupes armés, c'est-à-dire les barrières, l'absence de sécurité, l'impossibilité de commercer, l'impossibilité également d'aller au champ, etc. Et lorsque je regarde ça de ce point de vue-là, même si je suis en France, ce qui se passe au pays aujourd'hui, nous avons un petit carré à Bangui qui vit, qui fêtent, notamment les gouvernants en particulier, qui passent leur temps à fêter, qui sont dans l'indifférence par rapport au reste de la population. Les provinces sont délaissées. On
on a nommé un certain nombre de mercenaires, chefs de guerre, de groupes armés pour être les gouverneurs de ces provinces-là. Et aujourd'hui, c'est ce point de vue-là qui m'intéresse. Le bilan de l'année 2009 ne peut pas être regardé comme 2019. Et je finis juste sur ce point-là, quand vous disiez tout à l'heure 4% de croissance. C'est pas 4% de croissance qui m'intéresse, c'est de savoir où sont partis ces 4% de croissance. Est-ce que ça a permis à des Centrafricains de bien vivre? Ces 4% de croissance ont permis de venir au secours des Centrafricains qui ont été frappés par les inondations ces derniers temps? Je ne le crois pas. Professeur Akandi, si vous tenez rigueur beaucoup plus sur le plan sécuritaire, mais la volonté politique d'aller vers les groupes armés et d'obtenir d'eux au moins un accord permettant le redéploiement de l'autorité de l'État aujourd'hui à la libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas quand même quelque chose pour lequel le gouvernement doit bénéficier d'une circonstance atténuante? Oui, vous savez, du point de vue du mouvement dont je suis le président, Citoyens debout et solidaires, dès la signature de l'accord de Khartoum ou de Bangui, selon ce que vous voulez, nous avions publié notre position en disant il faut laisser une chance à la paix. Et donc nous trouvions que l'accord de Khartoum avait un certain nombre de défauts, mais notre pays a besoin d'un retour à la paix, à la sécurité, et il y avait là une initiative. Nous avions dit il faut laisser une chance à la paix, mais nous allons être vigilants et nous allons reculer. Et c'est l'accord de Khartoum lui-même. Vous savez que l'accord de Khartoum comporte une annexe et un calendrier. Aujourd'hui, qui peut dire que ce calendrier-là, qui est un engagement à la fois de notre gouvernement et des groupes armés, qui peut dire que cet agenda-là a été tenu? Si cet agenda avait été tenu, normalement aujourd'hui, nous devrions être à un moment où la suppression des groupes armés, en tout cas la dissolution des groupes armés. Si cet agenda-là avait été respecté, nous serions aujourd'hui avec toutes les barrières qui seraient levées. On n'entendrait plutôt plus parler de ce qu'on entend du côté de l'extrême nord, notamment à Birao, à Mdafok. On n'entendrait pas parler de ce qui se passe du côté de Bambouti ou du côté d'Alindao, surtout cet axe-là qui va jusqu'au bout du pays, jusqu'à Bambouti. On n'entendrait pas parler des exactions qu'il y a. Aujourd'hui, est-ce que l'accord de Khartoum a ramené la sécurité? Si on est à Bangui, avec cet excès militaire, les FACA sont à Bangui. La MINUSCA est à Bangui, essentiellement. Et donc, il y a un sentiment qui se développe à Bangui, qui peut se développer à Bangui, mais qui n'est pas le sentiment pour le pays. Je peux juger. Quand il s'agit, vous avez demandé de faire un bilan. Le bilan, ça se fait par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, ce n'est pas moi qui les ai fixés. Ce sont les partis à l'accord de Khartoum qui les ont fixés eux-mêmes. Ils n'ont pas respecté leur agenda, et je ne peux pas donner un blanc-seing en disant ça va dans le bon sens, parce qu'on n'est pas ici dans des matières qui sont sur des questions qui sont en dehors de la vie des gens. Ça va un peu mieux qu'hier, ça veut dire il y a peut-être une ou deux personnes qui ne vont pas mourir, mais il y a du sang qui continue à couler. Nous comprenons votre prise de position, mais nous allons revenir sur le plateau avec Maître Timoléon Kokongo qui a aussi sa lecture de l'année 2019. Maître Timoléon Kokongo, quelle lecture faites-vous au niveau de l'ADP de l'année 2019 qui s'achève tant sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan sécuritaire? Nous allons revenir certainement au cours du débat sur les détails de la question. Globalement, je pense que la RCA était au fond du gouffre. On était dans la nuit presque totale. Il y a quelques années, c'est depuis 2013. Et je pense que dans la nuit, il fait plus sombre. Quand on cherche l'étincelle, on cherche la lumière s'allume et on va vers l'aube. Et quand on est à l'aube, on ne peut pas se plaindre qu'on n'est pas en plein midi. Je crois que la nature a quand même une certaine logique, il y a un bon sens. On ne peut pas passer de minuit en plein jour à midi où il fait soleil. C'est progressivement, je pense. La question que je me pose, est-ce que 2019 nous a amener quelques étincelles, il y a des lumières qui sont allumées dans la nuit? Je pense que oui, globalement oui. Vous parlez de l'accord qui a été signé, vous parlez les FACA, l'embargo a été levé, l'armée a tenté d'être restructurée, l'armée n'est pas seulement à Bangui, chez moi à Bangassou, les FACA ont été déployés. Je pense en plusieurs lieux, maintenant on parle de l'armée de garnison, il y a des unités, l'armée n'est pas seulement à Bangui. Bambari, finalement, la fête de l'alimentation de moisson a finalement été tenue avec succès, je pense, alors que Bambari, il y a quelques années, une année auparavant,
savons, la fête avait tourné court et je pense qu'il y a des indices, un certain espoir, je pense. Il ne faut pas tenir rigueur, même l'accord de paix a été signé, c'est vrai, c'est un accord, tout le monde, c'est déjà ça le côté positif, le fait que tout le monde, tous les 14 groupes armés ont été là, ont signé, ont adhéré à cet accord, malgré les incidents, ils sont toujours là, il y a la bonne volonté de continuer à l'appliquer, personne jusque-là, ceux-là qui sont partis et qui sont revenus, Miskin qui a voulu carrément faire la guerre, se retrouve dans des situations beaucoup plus compliquées qu'il ne l'a souhaité. Vous voyez, moi je pense que 2019 a été quand même un tournant. Ce n'est pas parfait. Comme je le redis, on ne peut pas passer de minuit, plein jour de midi ou faire grand soleil. Non, il faut aller progressivement. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes quand même à l'aube. Ce n'est pas totalement encore le grand jour, mais il y a des indices d'espoir. Alors, il y a du positif certainement, mais il y a aussi du négatif. Et le négatif dans tout cela, moi je pense que c'est surtout la rupture qui a eu lieu entre le pouvoir en place et ses alliés, ses partenaires, en fait, ses alliés politiques. Lors des élections, avaient adhéré à la candidature du président Touadéra. Et je crois qu'en voulant peut-être mettre en place sa structure, le MCU, ça a dû mettre à mal certaines alliances. Il y a eu des départs. Et puis aujourd'hui, je pense que Ezingo Biani, cette clique qui se forme et qui va peut-être certainement créer l'insécurité, va nous ramener encore une certaine instabilité au plan politique. Je pense que c'est ça un peu le raté. Pour moi, globalement, le raté un peu au plan politique, c'est ça. Mais sur le plan sécuritaire, malgré la signature de l'accord, on a ce balbutiement sur le plan sécuritaire qui continue aujourd'hui d'inquiéter. La preuve, c'est les éléments de 3h il y a quelques jours qui sont arrivés dans la Mambéré KDI, considérée comme une zone verte. Ne voyez-vous pas que cette rose que vous décrivez ici n'est pas aussi teintée de quelques points de faiblesse pour l'année 2019? Je n'ai pas décrit la vie en rose, ni la vie de la nation en rose. J'ai dit qu'il y a eu des progrès, il y a eu des indices. Je n'ai pas dit qu'on est en plein jour, mais je pense que les groupes armés sont là, ils sont sur le terrain. Et jusque-là, on a commencé à désarmer. Il y a des points où on est allé ramasser des armes, mais le désarmement n'a pas encore eu totalement lieu. Mais je dis que face à cette situation, il y a des efforts, il y a des initiatives qui sont prises quand même et qui donnent espoir. Moi, je pense qu'on a eu Sidiki. Aujourd'hui, la situation de Sidiki, on peut dire que c'est maîtrisé. Finalement, l'autorité publique légitime aujourd'hui a pris place. Le ministre de la Sécurité est allé il y a quelques jours à 5 kilos. MINUSCA désormais a pris place à 5 kilos. Tout le monde maintenant à 5 kilos est d'accord de pouvoir désarmer 5 kilos. C'était en fin d'année pour au début d'année 2020. Qui croyait il y a quelques mois encore que 5 kilos pouvaient connaître cette situation. Moi, je ne pensais pas là que je parle en termes d'espoir. Je ne dis pas que tout est parfait. Non. Rien n'est parfait. Mais on ne peut pas non plus, par un coup de baguette magique, vouloir passer de minuit à midi. La personne qui vient vous dire ça, moi, je pense que peut-être le bon Dieu est en mesure de le faire. Mais nous, les hommes, surtout en politique, où c'est très compliqué, on ne peut pas comme ça passer de minuit à 14h. Non, il faut aller progressivement. Je dis que rien n'est parfait. Non, je ne perds rien en rose. Mais je dis qu'il y a des efforts qui sont faits, les initiatives qui sont prises. On voit quand même qu'il y a une certaine progression au plan sécuritaire. Il y a quand même une ligne qui est suivie. Levée de l'embargo, l'armée est en train de restructurer, l'armée est en train d'être déployée. Il y a des initiatives qui sont prises et je pense qu'il faut nous donner le temps. Cette crise que nous avons connue depuis 2013 ne vient pas de 2013, ça vient de beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et donc, on ne va pas le faire en 2016, comme le professeur Touadéra, le président Touadéra est là, ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 4 ans, ce n'est pas en 5 ans. Même, je pense que si jamais il a un deuxième mandat, il faudra qu'il continue ce progrès-là. Et ce qu'il faut craindre, c'est que ce élan-là soit brisé. Tout ce qu'il y a lieu de craindre dans ce pays, c'est que cet élan que nous sommes en train de prendre soit brisé. Et il y a des gens qui œuvrent pour que cet élan soit brisé. Sous prétexte qu'on n'en fait pas assez, eux, ils veulent briser. Alors, on va repartir où ? Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Nous comprenons votre inquiétude, mais nous y reviendrons dans la suite de notre débat. Monsieur le ministre Noël Ramadan, l'année 2019 a été aussi une année de choc social. Comment vous, au niveau des partenaires sociaux, notamment l'USTC, vous avez vu l'année 2019 ? Jean-Fernand, je te remercie. Je voudrais dire la chose suivante. En termes de bilan, je ne pourrais pas aller dans tous les détails. Oui. Vous avez dit 2019. 2019, le point le plus fort qui a attiré l'attention du peuple centrafricain, c'était la signature de l'accord politique de paix et de réconciliation. Tout le monde avait espéré qu'avec la signature de cet accord de paix, les choses allaient progressivement rentrer dans l'ordre. Et les attentes étaient si grandes que est-ce que tout le monde est satisfait aujourd'hui du fait qu'après cet accord-là, qu'en est-il de la sécurité? Je souscris entièrement à ce qu'a dit Maître Timoléon qui m'a précédé pour dire ce serait trop prétentieux de dire aussitôt signé l'accord de paix, tout devrait être parfait.
En tout cas, nous sommes des humains. Ce serait surnaturel que de penser que dès à partir du moment où on a signé, tout devrait rentrer dans l'ordre. La preuve, le gouvernement qui est en place avait dit, je ne sais pas si je me trompe, en fin décembre 2019, l'autorité de l'État devrait se déployer sur l'ensemble du territoire national. Idem pour le DDR. Aujourd'hui, le bilan est là. Est-ce que l'autorité de l'État s'est déployée sur l'ensemble du territoire national? Non. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Certainement. Oui. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur tout. Il y a des petites avancées, mais qui ne permettent pas aux Centrafricains de vivre comme ils l'auraient souhaité, parce que la libre circulation ici et là, quelque part, ça pose encore des problèmes. Si vous prenez nos compatriotes qui vivent... Mais pourquoi ça doit poser des problèmes dès lors que les partis se sont engagés à respecter leur propre signature? Est-ce que c'était de bonne foi qu'on a signé? C'était sous contrainte, parce que cet accord-là avait été paraphé à Khartoum le 5, le 6 signé à Bangui. Nous avions pensé peut-être que c'était la bonne solution. Les gens qui disaient que la solution n'est pas cet accord de paix, peut-être qu'ils ont raison aussi, parce que aujourd'hui il y a des groupes qui continuent de faire comme si cet accord-là n'existait pas, comme s'ils n'avaient pas engagé leur signature. Alors ceux-là, je pense que tous ceux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de cet accord-là devraient regarder par deux fois. S'il y a des gens qui hésitent, s'il y a des gens qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont signé, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Maintenant, il y a des gens qui pensent que peut-être la bonne solution aussi c'est ça. Il faut cet accord-là. Mais je pense qu'il fallait poser une base. À partir de cette base-là, nous devons nous asseoir pour voir. Ce qui ne marche pas, il faut chercher à rectifier. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Je vois du côté du gouvernement, peut-être que le gouvernement fait plus d'efforts que les autres signataires. Ce qui paraît anormal, parce que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est beaucoup plus à cause des groupes armés. Mais si c'est le gouvernement qui fait plus d'efforts et que les groupes armés signataires de cet accord-là, avec même l'accompagnement des partenaires, tant sur le plan africain que sur le plan international, ne disent rien, mais ça pose problème. Sur le plan sécuritaire, vous avez parlé tantôt de l'armée aujourd'hui en train d'être restructurée. C'est une bonne chose. L'armée actuellement est en train d'être redéployée dans un certain nombre de préfectures. C'est déjà une bonne chose. Mais malheureusement, l'armée certainement n'a pas tous les moyens, n'a pas l'autonomie de ses actions, parce que à chaque fois, il faut avoir les forces des Nations Unies à côté pour faire un mouvement, un pas ici. S'ils ne sont pas aux côtés de l'armée centrafricaine, elle ne pourra pas se déplacer. Si c'est pour mener une action, cette armée-là ne peut pas agir en toute autonomie. Elle est toujours... Mais monsieur le ministre, j'ai envie de vous poser une question. Puisque c'est le gouvernement qui a signé l'accord de siège avec la MINUSCA, n'est-ce pas de sa responsabilité de définir la règle du jeu, comme ça a été le cas pour les FARDC au Congo démocratique? Mais vous voyez, même si vous parlez de ce qui se passe de l'autre côté, ça fait peut-être une vingtaine d'années, plus de 20 ans, aujourd'hui ils sont dans le pétrin, c'est la merde. Nous y entrons, même dès le départ. Il y avait des observateurs qui disent le fait de demander à ce que les forces des Nations Unies viennent en Centrafrique ne va pas régler le problème. Visiblement, nous sommes en train de nous enliser. Et surtout, d'un côté, vous avez la question de sanctions. Sur les armes, on essaie d'alléger, mais jusque-là, l'armée cherche encore ses repères. Donc, avec ça, on a dit peut-être il faut avoir les forces des Nations Unies qui devaient en réalité assurer la protection des populations civiles, mais dans la réalité, si vous allez sur le terrain, c'est pas ça. Tout le monde déplore l'attitude. On ne voudrait pas qu'on en parle. C'est vrai que ces forces-là nous assistent, mais est-ce qu'elles nous assistent efficacement au point d'assurer la protection du peuple centrafricain? Je ne pense pas. Mais comme c'est de la responsabilité de l'État centrafricain de faire en sorte que la sécurité de chaque citoyen puisse être assurée, peut-être qu'on va le faire progressivement. Il faut avoir les moyens. Or, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous sommes éternellement assistés de par-ci, de par-là, en termes d'autonomie, en termes de ressources qu'il faut pour pouvoir mettre à la disposition de notre armée afin de la rendre beaucoup plus efficace et autonome. Nous n'en avons pas. Alors, dans ces conditions, on fait ce qui est possible d'être fait. Donc, déjà sur le plan sécuritaire, il y a des avancées, mais ça ne répond pas encore à nos attentes. Vous voyez, dernièrement, avant que les forces de sécurité ne puissent faire leur entrée avec les forces des Nations Unies au kilomètre 5, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, c'est deux groupes. On entend, ce sont les commerçants contre les autodéfenses. Les armes qui ont crépité pendant des jours. Est-ce que c'est normal?
Dans la capitale. Ici à Bangui, est-ce que c'est normal? C'est autant de choses qui font que les gens se doutent de l'assistance qu'on nous apporte, de la sincérité, de ce qu'on nous dit. Or, en réalité, nous sommes là. Je suis convaincu que nous avons traîné ces faiblesses-là jusqu'à la période des élections. 2019, c'est déjà passé. L'autorité de l'État ne s'est pas déployée sur l'ensemble du territoire centrafricain. Ce n'est pas en 2020 que, par un coup de bâton magique, tout le territoire sera couvert par nos forces de défense et de sécurité. C'est vrai, les gens disent on va monter en puissance. Avoir un climat beaucoup plus sain, apaisé, pour permettre aux paisibles populations d'aller librement à ces élections-là, de choisir les nouvelles autorités. Sur le plan social, peut-être que je reviendrai à un moment. Ok, professeur Akandi, vous avez suivi le développement de Maître Timoleoko Kongo et du ministre Noël Ramadan qui évoque aujourd'hui la fragilité de la situation de la République centrafricaine, aussi bien que les moyens déficitaires dont souffre l'État aujourd'hui de faire face à la situation par rapport à la situation sécuritaire. Comprenez-vous ces arguments avancés pour justifier aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve la République centrafricaine en 2019 pour passer en 2020? Il y a des éléments d'accord entre nous. Je me réjouis de la montée en puissance de nos forces armées, de nos forces de défense et de nos forces de sécurité, les FACA. C'est un processus qui prend du temps et il faut laisser le temps au gouvernement. Mais cela étant dit, ma position et notre position à Citoyens debout et solidaires, c'est de changer de politique, en tout cas de changer de culture politique. Des gouvernants font des promesses. Nous les prenons au mot. Lorsque un président de la République, arrivé en fonction, fait un serment sur la Constitution qui est notre loi commune, censée représenter la volonté de tous les Centrafricains, je vais vous protéger, je vais tenir à l'intégrité de notre territoire. Moi, je ne dis pas on est en politique, il a promis. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis juriste et que je tiens à ce... Mais nous avons nos traditions, dans nos traditions à nous, en Centrafrique. Que veut dire le serment qu'on appelle le débat, là, mon débat yangatiment? Quand tu fais un serment que tu ne tiens pas dans le moindre de nos villages, qu'est-ce qui t'arrive? On va te dire le tonnerre qui gronde là-bas, il va éclater sur ta tête. Il nous faut tenir à ce que nos hommes politiques, quand ils promettent, ils tiennent. C'est pour ça que même s'il y a des avancées en termes objectifs, même s'il y a des petits soubresauts, des petits sursauts par ici, j'ai entendu tout à l'heure le déploiement, je ne suis pas sans savoir qu'il y a eu le déploiement de quelques FACA. Mais je considère, moi, que l'accord de Khartoum, on ne peut en faire le bilan que par rapport aux paramètres que les partis nous ont donnés. Ils nous ont fait la promesse au pays. Ils ont fait cette promesse au pays en faisant d'abord un choix. C'était un choix que le gouvernement aille seul et on passe seulement les groupes armés. Il y avait des représentants des partis politiques, des institutions, certes. Mais ces représentants-là n'étaient là que comme s'ils étaient au cinéma. Ils regardaient, ils n'avaient pas le droit à la parole. Or, il y avait dans notre pays, dans notre société, des possibilités de faire autrement. Moi, personnellement, je regrette que le gouvernement n'ait pas tenu compte des demandes qui lui étaient faites de toutes parts, de faire en sorte que cet accord-là, ce soit un accord qui ne se passe pas dans un tête-à-tête, qu'il y ait toutes les forces vives du pays qui soient là, qu'il y ait des représentants des victimes qui soient là. Et de ce point de vue, il se trouve que j'avais été conseiller à l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale à l'époque, et je me souviens très bien que nous avions construit, l'Assemblée nationale avait construit et voté une initiative parlementaire pour la paix qui venait d'une institution du pays qui tenait à ce que tout cela se déroule dans le cadre de nos institutions et dans le cadre de notre constitution, puisque nous sommes revenus à la légalité constitutionnelle. Je peux comprendre les raisonnements qui sont tenus. Moi, en tant que citoyen centrafricain, je prends au mot les hommes politiques lorsqu'ils nous promettent quelque chose. Ils nous ont promis un calendrier, ils n'ont pas tenu ce calendrier, ça veut dire qu'ils ont échoué. Ok. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Ok, maître. Et permettez juste que je dise deux mots très brefs sur les points qui ont été évoqués tout à l'heure. J'ai entendu Ezingo Biani égale insécurité. Hein, on a parlé de clique Ezingo Biani. Non, on a dit la clique Ezingo Biani qui amène de l'insécurité. Je
trouve que nous avons là, et c'est peut-être parti pris, il faut que je dise à nos auditeurs que mon mouvement fait partie des Zingoviani. Je pense que l'USTC aussi fait partie des Zingoviani. Je suis son représentant pour l'Europe. Il se trouve que je suis citoyen centrafricain. Je n'ai pas commis de crime. Je n'ai pas versé de sang. Je décide de me réunir avec d'autres patriotes centrafricains pour dire nous voyons le pays comme ça. Nous vous faisons des propositions à vous, gouvernement, à vous, président de la République, à vous, Assemblée nationale, pour essayer de nous conduire comme ça. Et parce que je dis ça, on parle d'ennemis de la paix, on parle d'insécurité pendant le même temps, un certain Ali Darassa est au meilleur avec nos autorités. Pendant ce temps, les gens qui ont versé le sang sont là dans la brousse et on les considère comme des partenaires de paix. C'est là que je dis, moi, que même si on peut parler d'avancer avec l'accord de Khartoum a, commis le plus grand crime pour notre cohésion sociale. C'est de faire en sorte que le citoyen soit considéré comme un ennemi de ce pays, l'enfant de ce pays, qui veut juste exercer son droit à la parole, qui veut juste dire à ceux qu'il a mis au pouvoir que ce qu'ils font ne lui convient pas. On les prend pour des ennemis et on laisse la place à des étrangers mercenaires. C'est des mercenaires militaires, mais aussi c'est des mercenaires civils. J'ai entendu ces derniers jours une ONG dite panafricaine avec un étranger ivoirien comme s'il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire. On est dans une inversion des valeurs. C'est une donnée politique de notre pays qui m'inquiète beaucoup, qui n'est pas seulement inquiétante, mais qui nous pousse vers le gouffre. Et je vous disais tout à l'heure, sur la MINUSCA, je dirais juste un mot. Les forces des Nations Unies n'ont jamais été d'aucun secours pour aucun pays s'il n'y a pas de volonté politique. Ils sont là en appui. Ils ont un mandat d'appui. L'appui, ça veut dire que nos autorités doivent prendre leurs responsabilités et leur demander d'intervenir ici pour protéger la population civile, là pour apporter du secours aux sinistrés éventuellement, là pour protéger ceci, et puis s'ils ne le font pas, que nos gouvernants le dénoncent. Vendu l'accord de Khartoum en nous disant... Professeur Akanzi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement ne fait pas assez pour que la MINUSCA change de fusil d'épaule dès lors que les troupes portugaises ont eu à frapper les éléments de 3R à Bokaranga, à Kui et à Niem? Moi, je pense que le gouvernement n'en fait pas assez, il n'assume pas son rôle pour pouvoir donner le plan de travail de la MINUSCA et notamment pour indiquer quelles sont ses priorités. J'ai entendu, nous avons des troupes d'élite. Les Portugais font un excellent travail. Nous avons des contingents qui sont des contingents nationaux, mais ça c'est le propre des opérations des Nations Unies. Ce sont des contingents nationaux. La chose est complexe parce que dans la mesure où ce sont des contingents nationaux, il n'y a pas de centre de commandement unique. Il y a aussi les ordres qui viennent de leur pays. Il appartient à nos autorités d'indiquer clairement quelles sont les priorités du gouvernement centrafricain. Or, très concrètement, sans parler même d'accord de Khartoum, depuis que la MINUSCA est là, j'ai l'impression, moi, que c'est la MINUSCA qui est devenue le conseiller du gouvernement en matière de sécurité et de protection de la population civile. Les priorités politiques sont importantes, y compris quand on est à ces fonctions-là dans les conditions de notre pays, on prend des risques. Mais on n'a pas demandé aux Centrafricains de vous porter à la magistrature suprême, de vous porter au gouvernement, de vous porter à l'Assemblée nationale pour dire vous allez dormir. C'est plus de courage politique d'ailleurs. Nous avons compris, Maître Timoléon Kokongo, il faut prendre le risque. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui le gouvernement est déficitaire en matière de prise de risque pour apporter une solution aux Centrafricains dans un temps donné comme le quinquennat par exemple? Je réponds à la question, mais je dis que non, je n'ai pas qualifié Ezingo de clique de bandit, non, pas du tout. J'ai dit que Ezingo est né un peu du raté. J'ai dit que c'est le côté négatif du bilan du pouvoir en place. C'est l'échec avec ceux qui étaient les alliés hier. C'est ça qui a créé aujourd'hui Ezingo. C'est ça qui est à l'origine. Maintenant, Ezingo, qui maintenant est un groupe d'opposants farouches, qui contestent tout. Vous voyez, quand ils étaient au pouvoir avec le régime, les Bokassa, tous ces gens-là, ils ne parlaient pas comme ça. Ça, on le sait, c'était les mêmes réalités.
Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu un autre combat et volontairement, même quand c'est rouge, on dit que c'est noir, quand c'est blanc, on dit que c'est noir. Et c'est ça que je dis. Le dire, ça ne veut pas dire que je traite Zingoubiani de clique de bandit, pas du tout. Et déjà, je voudrais mettre ça au clair. C'est la question, le rapport entre le gouvernement et la MINUSCA et les Nations Unies. Non, il faudrait, le professeur Kandi, qui est professeur de droit, il le sait, c'est question de procédure. Ce n'est pas ici. Je me rappelle qu'il y a quelques temps, quand les Nations Unies allaient se siéger encore pour statuer sur l'embargo, on a réuni des gens ici, on a fait des manifestations 48 heures, 72 heures avant la réunion là-bas à New York. On a motivé la population pour dire que non, nous voulons la levée totale de l'embargo. Mais je vous dis que à 48 heures, 72 heures, les gens ne vont pas aux Nations Unies pour discuter. Tout est déjà ficelé. Ça, nous le savons. On met des mois pour préparer les documents et quand on arrive, c'est pas pour discuter, c'est pour le signer. Et c'est pareil, on fait des manifestations ici à 72 heures pour demander aux Nations Unies de changer. C'est impossible. Et la même chose s'est tramée avec l'accord de Khartoum. Ça a commencé depuis Libreville quand il y a eu une première réunion en 2017. On a parlé de fondre tous les efforts de paix parce qu'il y avait eu Saint-Didio, il y avait eu des accords signés par-ci, par-là. On a voulu fondre tout ça dans un même canevas et sous la houlette des Nations Unies, de l'Union africaine, des instances internationales. C'est là que ça a commencé. Nous, à l'époque, on a eu une réunion ADP à la MINUSCA ici. Nous avons soulevé cette histoire de dire que c'est un débat entre gouvernement et seulement groupe armé. On leur a dit non, parce que c'est de la politique. Comment nous, les partis politiques, on peut être écartés. Mais on nous a dit que non, les débats, c'est déjà ficelé. Le gouvernement s'est opposé à cela. On ne peut pas dire le contraire parce que le gouvernement a fait le forcing, a pris des couches vives de la nation, a mis dans l'avion, a obligé la MINUSCA à les embarquer, les a débarqués à Khartoum. La communauté internationale a dit niet, a fermé la porte. Et comme le professeur le dit, les gens étaient là-bas, étaient en villégiature, ont été comme des spectateurs. Pourquoi? Parce que tout a déjà été ficelé des mois à l'avance. Le problème ici chez nous... Mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement de prendre cette initiative en amont de manière à ce que le gouvernement lui-même ne soit pas pris dans le piège? Parce qu'il va de la vie de la nation. Le gouvernement y est. Mais maintenant, un État, ce n'est pas simplement un gouvernement. Le gouvernement est une entité de l'État. C'est la population qui est souveraine. C'est le peuple qui est souverain. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'est qu'un exécutant. On a mis en place. Si le peuple n'est pas d'accord, le problème c'est que nous réagissons très tardivement. Et c'est ce qui s'est passé. La société civile, tout ça, ils étaient à Khartoum. Mais c'était trop tard déjà. C'est ça le problème. Et aujourd'hui aussi, quand vous dites que le gouvernement ici, sur le terrain, c'est-à-dire au quotidien, doit dire des choses avec la MINUSCA, c'est faux. S'il faut le faire, c'est à New York que nous devons être là-bas. Je vous dis que notre ambassade a été fermée là-bas. Nous n'avons pas d'ambassade. Pour arrêter de loyer, on a été chassés. Renseignez-vous. Quand les rapports sont faits, quand les résolutions sont prises, qu'est-ce que l'État centrafricain fait là-bas à New York? Rien du tout. C'est ça le problème. Or, c'est là-bas, c'est la France qui fait les rapports. Ce sont les ONG qui envoient des rapports et on réunit tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des résolutions. Et ce sont les résolutions qui dictent la conduite des éléments de la MINUSCA ici sur le terrain et les rapports du gouvernement et avec la MINUSCA. Qu'on le veuille ou non, ce que la MINUSCA fait sur le terrain vient de New York. Monsieur Ndaye ici ne décide pas de lui-même, ça vient de là-bas. Et tant que nous n'influerons pas sur les décisions à New York, nos fonctionnaires de l'État centrafricain, l'ambassade de l'État centrafricain à New York ne fait rien, ben c'est ce que nous subissons. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas tromper les gens. Il faut dire que M. Touadéra va aujourd'hui décider ici, qui est un membre, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes un État sûr, comme 100, combien là? Nous ne sommes pas majoritaires. On ne peut pas, nous tout seuls ici, parce que nous sommes en RCA, c'est notre pays, nous sommes souverains ici, mais nous pouvons marcher sur les... Non, ça ne se fait pas. En droit international, ça ne se fait pas. Il y a une procédure pour prendre des décisions et dès lors qu'une décision est prise pour votre État, si on dit aujourd'hui le processus est mené et qu'on dit, les Nations Unies disent on met l'État centrafricain, la RCA sous tutelle, si c'est décidé, c'est signé, c'est adopté, c'est fini. Vous avez beau vous plaindre ici, vous ne ferez rien contre ça. Voilà la problématique. Donc, nous demandons ce qu'il y a lieu de faire. Effectivement, à ce niveau-là, nous pouvons dire que le gouvernement, l'État centrafricain, le gouvernement, l'exécutif, ne fait rien à New York. Ça, il faut le dire. Donc, nous subissons les choses. Nous nous plaignons que la France fait ceci, mais c'est la France qui décide de tout là-bas. Nous concernons, parle à notre place. Et les ONG parlent à notre place. Qu'est-ce que l'État centrafricain fait à New York? Rien du tout. Voilà mon avis. Ok, monsieur le ministre Noël Ramadan, la croissance s'est stabilisée à 4%. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui ce ras-le-bol du panier de la ménagère qui n'arrive pas aujourd'hui à supporter le poids de la vie sur le point social? Je voudrais, avant de tenter de répondre à cette question, je voudrais rectifier quelque chose. Tout à l'heure, le professeur Akande disait l'USCC fait partie de Izingo. Les Izingo, je respecte bien les idéaux qu'ils défendent,
Mais à ce jour, l'USTC ne fait pas partie de la plateforme Easingo. C'est plutôt le GSTC. Bah, ça c'est différent. Donc, ceci étant dit, 4%. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas juriste, mais 4% de croissance, est-ce qu'en même temps, ces 4% de croissance-là se traduisent dans la vie quotidienne des Centrafricains? C'est peut-être la question. 4%, c'est bien. Ça veut dire que le gouvernement fait quand même un effort pour être dans les normes de ce qu'un État... Voilà. Et aujourd'hui, dans vos propos introductifs, vous avez dit une bonne partie du territoire national est sous contrôle de ces groupes armés. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas, la présence de l'État n'existe pas, même si ça existe, c'est aléatoire. Ça ne permet pas à l'État de recouvrer un certain nombre de ressources dans ces zones-là. Mais si l'économie, on dit le taux de croissance c'est à 4%, bon, toute la question c'est de dire, est-ce que ça se reflète dans le panier de la ménagère? Peut-être pas. C'est bon pour l'économie de notre pays, mais en même temps, est-ce que ça crée la richesse? Est-ce que la redistribution, parce que quelqu'un l'a dit, si nous avons un taux de croissance qui paraît acceptable, est-ce qu'en même temps notre niveau de vie aujourd'hui est acceptable? Non, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment la misère. Il m'arrive, mais pas tous les jours, d'avoir des gens qui arrivent de l'arrière-pays, de chez moi, de mon village, ce que les gens vivent là-bas. Et quand ils vous racontent la vie ici à Bangui, bon, on se croirait bien, mais que dire des autres compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles? Les infrastructures routières, ils sont presque coupés parce que les véhicules avant qui allaient comme... bon, je parle de la Nagribizi. Vous traversez pour aller vers le Bamingui Bangoran, c'est la même chose. Les quelques rares véhicules qui y vont, le prix aujourd'hui pour quitter, pour venir, c'est difficile. Les bonnes dames qui allaient comme les Waligara en masse pour collecter, pour prendre entre les mains de nos parents les produits agricoles, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et dans ces conditions-là, on est obligé de leur imposer un certain nombre de choses dans les petits villages, pourvu que les groupes armés, les responsables, quand ils ont faim, ils viennent, ils s'imposent. Bon, on a besoin d'un cabri, si vous n'avez pas les moyens, il faudrait cotiser. Tout ça, ça met les gens dans des conditions difficiles. Est-ce que vous pensez les 4% aujourd'hui, si j'en parle à mes parents qui sont dans ces villages, est-ce qu'ils sentent que l'économie du pays se porte bien? Non, ils sont coupés de tout. Donc moi j'ai dit, pour l'instant, c'est bon pour la santé, pour les chiffres, pour faire en sorte que on pense qu'il y a embelli, mais dans la réalité, vous prenez même ici au niveau de Bangui, aujourd'hui nous avons peut-être cet avantage-là en tant que travailleurs du secteur public d'avoir chaque mois le salaire, même si ça n'a pas été revalorisé, nous l'obtenons chaque fin du mois. Mais du jour au lendemain, les prix, ça change. Nous n'arrivons pas à faire face efficacement au prix d'un certain nombre de denrées qui augmentent. Dans ces conditions-là, si vous dites 4%, oui, est-ce que, bon, socialement, est-ce que ça va? Socialement, ça ne va pas. Il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Je voudrais enchaîner pour dire, sur l'année 2019, il y a eu l'accord politique. Ça, c'est en février. Mais nous avons eu des discussions avec le gouvernement sur la base d'un certain nombre de points de revendication que nous avons amenés. Il s'est trouvé que vers le 25 septembre de l'année 2019, nous avons signé un protocole d'accord pour nous entendre sur un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement et que nous devons suivre tout le long pour voir si au cours de l'année 2020, il peut y avoir un début d'exécution. Comme nous sommes en janvier, nous allons tenir une première séance d'évaluation pour voir est-ce que ce qui avait été promis, est-ce que le gouvernement est en train d'aller dans ce sens-là. S'il va dans ce sens-là, ça veut dire qu'il va avoir peut-être encore un léger mieux, mais pas pour tout le monde. C'est difficile. Il y a des gens qui nous condamnent pour dire, bon, dans ce pays-là, c'est ça, hein, moindre chose, tout le monde est corrompu. Si vous pensez que le syndicat pose des revendications, lorsque vous posez des revendications, vous tenez compte du contexte du pays même. Par le passé, on était plus actifs. Ça se comprenait, mais nous sommes en crise. Les gens voudraient qu'on utilise la même méthode d'il y a quelques années. C'est ça que je ne comprends pas. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes corrompu. Moi, je trouve que c'est quand même un peu irréaliste de penser comme ça. Nous allons à petits coups. Le moment viendra où, lorsque on pense que les conditions sont réunies pour taper sur la table, nous allons taper sur la table. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Si nous faisons notre évaluation et qu'à un moment, on se rend compte que les engagements pris par le gouvernement, ils n'arrivent pas à donner effet à ces engagements, en ce moment-là, nous avons le plein droit de réagir. Donc, il y a eu ça. Vous avez parlé du pacte social. Je le dis comme ça pour ne pas que le temps nous rattrape. Le pacte social, on l'a intitulé ici Pacte national
pour la stabilité et le relèvement économique. Il y a des gens qui font comme si c'est la première fois. C'est nous seuls en Centrafrique qui avons souscrit à ce pacte-là. Non, c'est le Bureau international du travail aux côtés du gouvernement, aux côtés des travailleurs, aux côtés des employeurs qui nous a dit dans les conditions socio-économiques de votre pays. Vous êtes en pleine crise. Si vous, les mandants tripartites de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire le gouvernement, employeurs et travailleurs, vous ne vous entendez pas pour avoir ce qu'on appelle un pacte social, il vous sera difficile d'avancer utilement dans la recherche de la remise sur la voie du progrès de l'économie de votre pays. Ça s'est fait au Sénégal, ça s'est fait au Mali, ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait au Maroc. Nous ne sommes pas les seuls. Quand les conditions sont difficiles, nous sommes obligés de nous entendre pour que on prenne les attentes des uns, on prenne les engagements des autres et puis pour nous donner la possibilité d'avancer sur le plan socio-économique. Voilà, Jean-Fernand, ce que je pouvais dire. Ok, en attendant que la technique retrouve pour ça, Kandi, Maître Timoléon Kokongo, l'année 2019 va chuter aussi sur les ambitions de l'année 2020, surtout avec le processus électoral. Pensez-vous que les tares de l'année 2019 ne vont pas impacter sur l'année 2020, surtout avec les élections qui arrivent? Bon, les tares, quand vous dites les tares, il y en a tellement, il faudrait préciser peut-être les tares. Surtout les tares sécuritaires. Sécuritaires, surtout au plan politique. Non, déjà tares au plan politique, j'ai dit et je le relève. S'il y a eu un échec, effectivement, en 2019, c'est cette rupture-là entre les alliés du président de la République qui réclament aujourd'hui un report. On ne sait pas à quel motif. Ils réclament un report sur des motifs de contexte sécuritaire. Ils avons toutes les raisons. Ils ne sont pas prêts d'aller aux élections. Certainement, ça va impacter. Mais ça, nous le savons que la communauté internationale a déjà pris position à exiger à ce qu'on tienne les délais et que les élections puissent se tenir. Donc, à ce niveau-là, je suis sûr qu'on va aller certainement aux élections. Déjà, en 2015-2016, c'était pire. C'était pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ça va peser. Alors, qu'est-ce que l'opposition a comme moyen de pression? Est-ce que l'opposition va boycotter les élections? Est-ce que l'opposition, les opposants vont participer, oui ou non? Ça, je n'en sais rien. Nous, ADP, nous avions adhéré à la personne du candidat à l'époque qui était Touadéra. Nous ne sommes pas membres du MCU et nous continuons à le soutenir comme président de la République. Ça, c'est notre position, mais nous sommes d'accord. Il ne faut pas tomber dans une certaine quelconque transition. Il ne faut pas laisser passer les échéances constitutionnelles pour aller aux élections. Bon, maintenant, plan sécuritaire, moi, je pense que, ça, on le répète, la situation en 2015-2016 était pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons encore jusqu'en décembre, c'est-à-dire bientôt peut-être 10-11 mois pour peut-être évoluer encore. Et surtout que l'armée se déploie. La MINUSCA, apparemment, il y a une nouvelle résolution, ça vous le savez, qui a demandé à la MINUSCA d'appuyer le processus électoral, quitte donc par les armes, par la logistique. Donc ça aussi, c'est une avancée. Et ce qui se passe à 5 kilos, ce qui s'est passé à Bambari, bon, ce qui s'est passé aussi avec Sédiki, peut-être avec le 3R bientôt, même avec Miskine, ce qui s'est passé, je pense, ce sont des efforts. Et même ce qui se passe à Birao, il y a d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a toujours plusieurs moyens de résoudre les problèmes si les FACA ne sont pas aux mesures. C'est vrai que c'est déplorable que de voir qu'à Bangui, au sein de la capitale, à 5 km du palais de la République, il a fallu que ce soit des commerçants. Bon, commerçants donc entre crochets, tout des commerçants qui savent aussi tirer très bien l'arme parce que de la manière qu'ils ont éliminé les autres, ça veut dire qu'ils sont plus que des commerçants. Et ça encore, c'est vrai que c'est toujours un danger parce que ces gens ils peuvent encore peut-être se restructurer un jour. C'est vraiment dangereux. Et c'est ce qui se passe aussi à Birao. Il y a eu des affrontements internes là-bas entre des factions qui se sont neutralisées. On a le FRC aujourd'hui est en mal et les gens demandent à ce que le pouvoir de Bangui vienne prendre place. À 5 kilos, c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est une méthode qui est mise en place, je ne sais pas par qui, pour essayer aussi d'avancer, mais toujours est-il que vous voyez, ce n'est pas toujours la bonne méthode, mais bon, toujours est-il qu'il y a des progressivement, et dans 10 mois, je pense qu'il peut encore avoir. Aujourd'hui, ce qui reste peut-être le gros, c'est ce qui se passe à l'est là-bas, avec Ali Daras. On dira que ce n'est pas une grande population électorale parce que l'est de la RCA, c'est une zone vide. Alors, est-ce pour cela qu'on a envoyé Ali Daras là-bas pour qu'il soit, par rapport à Bombari, qui est un gros lot électoral? Je n'en sais rien, il y a des calculs qui sont là, mais je dis que 10 mois... Il revient au gouvernement de pouvoir élucider pour que les choses soient claires pour la population. Le gouvernement n'est pas obligé de tout dire. Ailleurs, on ne dit même pas. L'armée ne parle pas, la défense ne parle pas, la sécurité, on ne dit pas ça sur les ondes.
On le fait, et il y a des plans, il y a des fois, on est étonné que ceci, cela, mais ce sont des choses qui se font. Alors moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je suis dans le secret des dieux pour vous dire qu'est-ce qui est mis en œuvre, mais je pense que je dis que pour moi c'est l'espoir, que nous avons quittant la sombre nuit noire et que nous progressions. Il y a des indices de lumière et je pense qu'en 10 mois, avec le déploiement de l'armée, avec les équipements que la Russie a dû ramener pour l'armée en place, et aujourd'hui dans la ville de Bangui, moindre indice d'insécurité, nous vivons, parce qu'aujourd'hui vous traversez la ville de Bangui, vous avez des militaires partout, des FACA. Vous voyez, ça prouve que s'il y a quelque chose, s'il y a des menaces, l'armée aujourd'hui est en mesure de ce qu'on n'a pas vu hier. Aujourd'hui, je circule dans la ville, même à côté de chez moi, j'ai du coup, les gens pensent que nous sommes dans un état de siège et qu'aujourd'hui, là... Parce qu'il y a des menaces, certainement. Je ne sais pas pourquoi, je ne leur ai pas demandé, mais certainement, il y a des informations qu'ils gèrent, des renseignements qu'ils gèrent, et donc on prépositionne. Mais ça, vous voyez, donc l'armée prend place pour essayer d'imposer la sécurité au niveau de la population. Les éléments se déploient. Ça dépend, moitié vide ou moitié pleine. Pour ceux qui veulent toujours lancer la première pierre, disaient oui, la ville est assiégée, on n'est pas en sécurité. Mais pour nous aussi qui demandons à ce que notre armée soit opérationnelle, quand nous voyons nos militaires en bonne tenue, ils sont bien habillés, ils ont des armes, chacun a une arme, s'ils sont 12, il y a 12 armes, ça nous rassure. Ok, voilà. Professeur Akandi, nous tendons vers la fin de notre émission. L'année 2020 est l'année de tous les enjeux avec les élections qui restent encore d'une certaine inquiétude avec le spectre de la transition revendiquée par les uns et boutée en touche par les autres. Quelles sont votre analyse de l'année 2020 et vos vœux d'espoir pour votre République? Mes espoirs pour ma République. Permettez-moi d'abord de commencer par dire un bref mot de ce qui a été dit et que je partage pour l'essentiel par les deux autres intervenants. Nous nous réjouissons tous que notre pays et notre armée, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont choisi de sacrifier leur vie au service de la nation, puissent monter en puissance. Et je me réjouis vraiment. Je voudrais dire que ce qui est en train de se passer à Bangui, du point de vue du déploiement des forces de sécurité et de défense, est à l'image du pays et est quelque chose qui est à la fois rassurant, aussi inquiétant. De mon analyse de ce qui se passe à Bangui, les forces de sécurité et de défense qui y sont déployées ne sont pas déployées pour la protection de la population, mais pour la protection du pouvoir. J'entends bien, et je dis bien, il est légitime qu'un pouvoir, de surcroît démocratiquement élu, puisse se protéger, parce qu'en se protégeant, il protège le pays. Mais il ne s'agit pas. Nous avons dans le même temps ce qui s'est passé au kilomètre 5, qui a été parfaitement expliqué tout à l'heure, et j'adresse d'ailleurs toutes mes condoléances aux familles qui sont endeuillées. Le kilomètre 5 aujourd'hui, l'État est rentré dans le kilomètre 5, on s'en réjouit, mais grâce à qui? Grâce à des morts, parce qu'on a laissé pendant 48 heures le travail être fait par des simples citoyens commerçants, même si on dit que ces commerçants ne sont pas que des commerçants, mais ce n'est pas leur travail d'aller éliminer les forces d'autodéfense. La MINUSCA n'est pas très loin du kilomètre 5. Les forces de défense et de sécurité étaient là et auraient pu appuyer. Donc, nous sommes dans une problématique de protection du pouvoir par les armes, légitime certes, mais un pouvoir qui se protège seul et qui ne protège pas la population, de mon point de vue, n'est pas si légitime que cela. Et c'est la même chose qui se déroule dans le pays. Vous avez évoqué tout à l'heure Ali Darassa en disant que cet électorat-là n'était pas très nombreux, comme je fais partie de cette région qui commence à partir de Bambari, donc la Ouaka, plus la Basse-Koto, plus le Mbomou, plus le Mbomou, parce que c'est toute cette zone-là qui est aujourd'hui sous le gouvernement, je pèse bien mes mots, sous le gouvernement d'Ali Darassa. Nous ne faisons peut-être pas grand-chose, mais il se trouve que l'État a abdiqué face à nous. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement du présent et du passé. Vous m'avez posé la question des perspectives et de mes espoirs pour mon pays. J'ai deux espoirs, que j'ai déjà exprimé. Deux espoirs. Premier espoir, que les autorités que nous nous sommes données en allant voter. J'ai été voté. Et beaucoup de nos compatriotes ont été votés avec l'espoir au cœur, au ventre et au corps. Que ces autorités-là nous libèrent notre pays. Parce que nous sommes dans une situation d'occupation. Nous parlons d'étrangers mercenaires qui sont sur notre territoire et qu'on a élevés au grade de commandant de zone militaire sur une terre qui n'est pas la leur. Libérer notre pays, voilà mon premier espoir.
Deuxièmement, on parle d'élections. Je me pose la question de savoir si les conditions sont réunies pour que les partis puissent aller faire campagne, en tout cas les candidats puissent aller faire campagne sur toute l'étendue du pays, pour que les citoyens aillent voter sans avoir au temple. Je ne sais pas. Je ne suis pas au pays. Je crains que, compte tenu des informations que je reçois, mon espoir pour l'avenir n'est pas non plus dans une transition. Mon espoir est dans quelque chose que moi j'appelle la restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel, parce que nous et nos compatriotes, surtout nos compatriotes qui ont été votés sous le poids des armes pour élire le professeur Faustin Archange Touadéra et pour élire cette assemblée-là, ils espéraient que la démocratie et la constitution que nous allions avoir à nouveau allaient changer leur situation. Et c'est tout sauf le cas aujourd'hui. La constitution est violée tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons besoin que soit restauré notre ordre démocratique et constitutionnel, que les citoyens puissent croire que nous sommes dans un pays où ils peuvent parler, où ils peuvent circuler. Donc, j'espère que nous reviendrons sur ce chemin-là. Si les conditions de l'élection sont réunies, allons aux élections, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent être réunis. En ce qui concerne la transition, je sais que ce sont les partis politiques qui posent cette problématique-là. Vous leur poserez la question, ils s'engageront parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Ok, je vous remercie. Nous comprenons votre pessimisme, monsieur le professeur. Un mot pour quand on arrive à la fin, votre vœu d'espoir pour l'année 2020. L'année 2020, bon, le souhait de tout le monde, comme ça s'exprime ça et là, c'est de voir notre pays retrouver quand même la paix, un semblant de paix. Mais il se trouve que sur le plan politique, il y a des tumultes, il y a des disputes. Les positions des uns et des autres, chacun essaie de défendre peut-être sa chapelle. Mais il ne faudrait pas que ces discussions mettent à mal l'unité de la nation et faire en sorte que on rentre encore dans une situation beaucoup plus difficile qu'avant. Sinon, on n'aura pas avancé. Les élections, c'est vrai, chacun va avec ses idées, chacun va avec ses moyens, mais tout en respectant les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, ce qui se passe, chacun qui intervient pense que la vérité, c'est de son côté. L'autre, c'est peut-être le diable. Moi, c'est ça qui nous effraie. Mais je voudrais quand même, sur la question des élections, dire une certaine chose. La communauté internationale dit qu'elle s'oppose à l'idée d'une nouvelle transition. Mais dans les faits, est-ce que les choses se passent de telle manière à ce que les élections se passent à la date fixée? Il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent financer des élections. C'est des États, quelquefois c'est des institutions. Mais aujourd'hui, peut-être que, à part l'Union européenne qui, je pense, manifeste toute sa bonne foi, est-ce que les autres, s'ils n'arrivent pas à mettre la main à la poche, puisque l'État centrafricain lui-même ne peut pas assurer la totalité du financement de ces opérations électorales. Mais si on n'arrive pas à avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir avoir les élections au moment venu, est-ce que ces élections-là se tiendront? Dire qu'on est contre, oui, mais il faudrait que cette communauté-là agisse dans le sens de ce qu'ils disent pour ne pas qu'on dorme et puis après on se dit on est pris de court, etc., etc. Tout notre souhait, c'est que sur le plan politique, que les politiques s'entendent, quelle que soit leur divergence sur le point de vue, ce qui paraît raisonnable, mais en même temps, il faudrait que l'unité de la nation ne soit pas ébranlée par la position des uns et des autres. Que l'unité de la nation ne soit pas ébranlée, Maître Timolenko Congo, en 2 mots. Oui, en 2 mots, on peut se réjouir du fait que les leaders politiques, surtout les anciens chefs d'État, veulent revenir au pays. Il y a un qui est déjà là, il semble qu'il y a un autre de la transition qui veut revenir. J'ai tout dernièrement lu le message de Madame Sama Panza à la nation à l'occasion du Nouvel An. Bon, moi je me dis, on peut voir ça de façon méfiante. Mais moi, je voudrais voir ça aussi comme espoir parce que toute l'idée, c'était qu'ils viennent, c'est leur pays, c'est leur nation. Nous avons un avenir commun. Si ces gens-là reviennent et qu'ils veulent vraiment construire le pays, c'est-à-dire s'il faut aller aux élections, si tout le monde a la liberté d'aller aux élections, mais qu'on doit respecter la loi. Si la loi électorale doit s'appliquer, ça doit s'appliquer à tout le monde. Tout le problème, c'est que quand on vient, on voudrait par tous les moyens que ça ne se passe pas, que cela ne gagne pas, que ça soit... Non, les élections doivent être libres, transparentes. Et celui qui gagne n'a qu'à gagner. Et puis, ceux qui ont perdu n'ont qu'à prendre leur mal en patience et puis qu'on construise le pays. Ce taux de 4% de croissance, moi je pense que c'est relatif.
Hier, peut-être que nous étions à moins combien et ça s'est amélioré. Ça ne veut pas dire que vraiment on est dans l'embellie, hein. Ça c'est faux. Ça peut être simplement une légère amélioration par rapport à ce qui était hier. On était peut-être à 0%, à moins 2% et la situation se normalise et voilà, nous nous trouvons à 4. Ça ne veut pas dire... Alors, parce que pour qu'il y ait développement social, pour qu'il y ait vraiment développement durable, il faudrait que le pays soit en paix, il faudrait que l'économie soit relancée, que les entreprises prennent ressources. Je vois en face de moi Dameka qui est en train de se restructurer. Ça, ce sont des indices d'espoir. Il faudrait que les Centrafricains, je vois des immeubles qui se construisent. Vraiment, c'est ça qui va amener l'argent au pays. Ce n'est pas la politique. Et moi, je suis étonné de voir que les gens qui hier ont dirigé le pays, qui certainement ont eu à accumuler un peu de sous d'économie comme dirigeants politiques, quand ils prennent cet argent-là, ils financent des rébellions, ils financent des contestations et ils veulent prendre le pouvoir qui les a foutus au fond du trou. Ils veulent reprendre le pouvoir. Alors qu'il y a l'économie, il y a le social qui est là. Ces gens-là gagneraient beaucoup plus. Oui, ces gens gagneraient beaucoup plus. Mais je te dis, ce qu'on a, le véritable pouvoir qui dirige un pays et partout ailleurs, même en Europe, c'est le pouvoir économique. Et ça, Hollande l'a dit. Il y a un électeur qui jamais ne se présente aux élections, qui gagne toutes les élections, c'est le milieu économique. C'est le milieu économique qui décide. Or, chez nous, le milieu économique, il y a qui? Il n'y a personne. Et ces gens-là, ils perdent leur temps à vouloir exiger le pouvoir politique, alors que le pouvoir politique, ça nous amène que des problèmes. Pourquoi ils n'embraseraient pas le pouvoir économique? L'argent qu'ils ont engrangé, pourquoi ils n'investiraient pas dans l'économie pour nous aider, nous tous là, pour nous permettre à nos enfants d'aller à l'école, de s'investir et qu'on développe le pays? Voilà mon espoir, que le politique soit un privilège, mais que l'activité socio-professionnelle, économique au quotidien puisse prendre vraiment, et que ça soit notre première préoccupation dans ce pays de Bouganda là. Parce que nous parlons trop de politique, nous investissons trop de politique, et nous n'amenons que des problèmes, nous reculons et nous ne prenons pas les leçons. Que l'économie prenne le dessus. Voilà mon vœu. Okay. Je vous remercie. C'est sur ce mot que s'achève notre émission Patarade, le premier numéro de l'année consacré au bilan de l'année 2019 et les perspectives pour l'année 2020. Pour débattre de cette question, nous avons reçu depuis Paris professeur Jean-François Akandi Komé. Professeur Jean-François Akandi Komé, merci d'être de nôtre. C'est moi qui vous remercie. Et je salue la famille puisque je suis loin. Permettez-moi de souhaiter la bonne année à tous les miens et à tous les compatriotes. Merci beaucoup. Ok, nous avons aussi reçu Maître Timoléo Kokongo de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP. Maître Timoléo Kokongo, merci. Merci beaucoup. Nous avons aussi reçu Monsieur le ministre Noël Ramadan, ancien ministre de la fonction publique et secrétaire général adjoint de l'USTC. Monsieur le ministre Noël Ramadan, merci d'être passé. Merci, bonne année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditeurs. J'ai bénéficié de la complicité technique de Herman Nambona et de Anne-Alix Pounimati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ne quittez pas la version en sango, c'est tout de suite.